effectivement, on a le deuxième gros sujet. Du coup, il y a je dirais la dépendance individuelle et la toxicomanie. Et le premier sujet, effectivement, c'est plus que le capitalisme, le néolibéralisme omniscient et holistique dans lequel on vit. Et effectivement, je l'aborde aussi en tant que témoin, premier rouage de la machine. Ouais. Néolibéralisme ou illibéralisme? Alors moi, je suis plutôt sur les thématiques du néolibéralisme. Mm. J'ai lu un livre vraiment fascinant qui s'appelle L'idéologie invisible. Parce qu'en fait, et donc c'est pas le libéralisme, hein, c'est vraiment le néolibéralisme qui a émergé, l'école autrichienne, en fait, Hayek, etc., à l'issue c'était après ça a commencé entre les deux guerres et ça a explosé après-guerre, puisqu'en fait, on a eu des États, tu vois, les États-Unis, ils ont eu Roosevelt, le New Deal, des États vraiment présents et puissants. Et en fait, les intérêts particuliers ont décidé que le mieux tu limites l'État, le mieux sauf justement, tu as raison, tu peux tomber. Le néolibéralisme, c'est juste qui précède l'illibéralisme. Effectivement, on l'a vu, d'ailleurs, si Hitler est arrivé au pouvoir, ce qui lui manquait en 32 pour passer, il est passé en 33, c'est quand les grands capitaines d'industrie ont basculé à l'extrême droite. Trump, on l'a vu, il lui manquait, il avait réussi à se faire élire en 2016, mais là, il a gagné quand même un petit peu plus largement qu'en 2016, grâce notamment au grand pont du capitalisme, qui en fait, eux, souhaitent juste un État qui garantisse leurs privilèges, donc un État policier. Et d'ailleurs, si tu regardes en France, le mouvement des Gilets jaunes, j'avais lu un livre d'un sociologue très intéressant qui comparait justement l'Allemagne de 32, j'ai bien dit de 32, donc juste avant que ça Oui. à en fait la France de 2018, parce que en fait, si tu regardais leur assise électorale, je pense notamment à Macron, entre tous ceux qui ne votent pas et ensuite le petit pourcentage de ceux qui ont voté, et notamment pour lui, si tu prends la population totale, c'est même pas 20% de la population. Donc, tu as à peine une personne sur 10 qui a réellement voté pour lui. Et je te parle au premier tour, hein, je ne parle pas au deuxième, un vote contre et pas un vote pour lui. Et en fait, du coup, ils sont ultra minoritaires. Ils font des lois, la loi des retraites de son deuxième mandat, qui aujourd'hui largement, la réforme des retraites qui est largement minoritaire. Et donc, en fait, comme ils n'arrivent pas à avoir l'assise populaire, à un moment donné, c'est l'État policier qui vient intervenir. Mais le néolibéralisme, c'est encore pire que l'illibéralisme parce qu'en fait, c'est omniscient dans tous les aspects de la société. C'est pour ça que je parle d'un mal holistique, c'est-à-dire vraiment au sens indien. Et tout ça, en fait, ces conflits qu'on peut avoir, du coup, entre nous, citoyens lambda, en fait, tout ça, c'est orchestré. Je suis pas dans le complot. En fait, c'est marrant, dans le bouquin, là, justement, l'idéologie invisible, il dit, en fait, les complotistes, ils voient pas où est le vrai complot. Parce que, oui, en fait, il n'y a pas une grande machination. C'est très simple. C'est à quelques pourcents t'as moins d'1% de la population qui est, mais ultra riche, tu vois, à un stade où, un de mes plus gros clients, c'était LVMH pendant des années. Donc, Bernard Arnault m'a fait bouffer. Et ça, typiquement, on tombe dans Proudhon. C'est la propriété et le vol. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à s'accaparer des ressources. Et effectivement, dans le wokisme, il y a un truc intéressant, c'est cette notion de prédation quasiment colonialiste. Nous, c'est ce qu'on met en mettant dans la cover de l'album, mettant un satellite, c'est clairement la colonisation de l'espace. C'est-à-dire que quand tu n'as plus assez, tu vas au-delà. Et en fait, c'est marrant, mais l'île de Madère a été colonisée par les Portugais au XVIe siècle. Et je ne sais plus ce qu'ils fabriquaient comme produit, mais ils avaient besoin pour la combustion de cramer du bois. Et en fait, les mecs, en 20 piges, je crois 20 ou 30 ans, ils ont charbonné, c'est le cas de le dire, charbon. Ils ont cramé tous les arbres. Il n'y avait plus d'arbres sur ce putain de cailloux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Madère, il y a quasiment plus de végétation. Du coup, les gars, ils se sont dit, peut-être qu'on a été un peu court-termiste. Non, il y a un gars qui a dit, frère, il y a une île. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Vas-y, viens, on prend le bateau et on va en quelle une autre. Et les gars, c'est ce qu'ils ont fait. Et si tu regardes aujourd'hui, on est strictement à ça. Et tu as d'ailleurs tout un pan de la Silicon Valley. Zuckerberg en fait partie, qui pense en fait à l'Arche de Noé. C'est qu'eux, dans leur tête, on va un peu comme le film de Netflix d'ailleurs qui était sorti sur où ils partent dans l'espace à la fin. Et pourtant, Elon Musk était d'ailleurs au départ contre cette idéologie-là. Moi, c'est un type, bon, je l'aimais pas de base, mais on va dire, c'était pas le pire pour moi en fait. Zuckerberg me faisait beaucoup plus peur parce que je savais qu'il était dans cette idéologie de l'Arche de Noé. Après, bon, le mec, Elon Musk est parti en vrille, mais lui justement dénonçait l'IA. Pour dénoncer l'augmenté, il y a 4-5 ans de ça, je parle. Hein. Et il dénonçait effectivement cette pensée de l'Arche de Noé, de dire en fait, créer un homme augmenté qui lui méritera de survivre et tous les autres peuvent crever, parce que l'Arche de Noé, c'est quoi? Tu prends le meilleur individu de chaque espèce, tu vois, l'échantillonnage parfait pour les garder, quoi. Et donc un mec comme Zuckerberg, lui, par contre, je suis pas du tout surpris par son revirage de QT, etc. Parce que clairement, comme diraient les jeunes, il a vraiment pas de race, tu vois, mais ça depuis toujours. Et d'ailleurs, je préfère, moi, un mec qui est un ouf,
plutôt qu'un mec qui n'a pas de race. Parce que moi, j'ai dit, c'est le marchepied Macron de l'extrême droite. Enfin, en fait, voter Macron, c'est préparer, c'est faire un beau tapis à Marine ou n'importe qui d'autre derrière elle. Et m'entend, mes potes me disent, putain, mec, t'avais raison. Enfin, je fais, mais évidemment. Je dis, relis ce bouquin sur l'Allemagne en 38, parce que le gouvernement de l'Allemagne en 38, tiens, pour revenir là-dessus, c'était une espèce d'extrême centre, justement, ultra-libéral. C'était exactement le positionnement avec une espèce d'alliance bricolée au centre. Enfin, tu as l'impression de revoir le même truc, quoi. Et là, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est tout à fait concevable que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. Et Marine, elle a peut-être édulcoré son discours, et moi, je pense même qu'au fond d'elle, elle n'est pas facho, tu vois. Mais par contre, autour d'elle, il y a toujours les gens qui orchestrent ce qu'il faut avec. Bon, bref. Donc, non, il n'y a pas trop de quoi se réjouir, hein, effectivement. Bah, moi, ce que je te disais, en tout cas, et une fois, c'est pas une vérité, c'est comme tu dis, c'est ma sensibilité. Oui, bien sûr. Dans le black metal, dès lors que Faust, le batteur d'Emperor, le premier, a assassiné un homosexuel parce que homosexuel, que le fondateur de Dissection a fait de la zonzon pour meurtre en réunion d'un homosexuel parce qu'homosexuel, que Varg Vikernes, c'est quand même c'est le Soral norvégien, tu vois, que Euronymous, il n'était pas très reluisant comme bonhomme non plus, il était quand même assez mesquin et médiocre. Bah, en fait, il y avait un mec de trash au corps, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est un sangleux, un fils de noble qui était pas mal dans. À l'époque, je ne sais pas si tu regardais Rem, comment ça, Inoxydable. Il y avait Guillaume Fleury dedans, il y avait Yacef, Ouais. ça, il a arrêté en 2022. Et il y avait un sangleux, là, un petit jeune qu'on a retrouvé d'ailleurs après chez Yacef dans certains titres, qui a expliqué un truc que le gamin avait 19 ou 20 ans, et je trouvais qu'il n'avait pas tort. Il dit, moi, j'ai une espèce de contrat moral d'immoralité avec le black metal, mais je le mets au black metal. Parce que du fait dès le départ, les mecs qui ont créé ça, que musicalement, on ne peut pas dire le contraire, que c'est tout fait pour être hermétique, si ce n'est pas repoussant. Tu ne vas pas au black metal comme tu vas. Moi, j'aime bien le heavy metal de temps en temps. Tu vois, j'ai lu Cyril Tungle cet été. Plaisir. On a commencé avec Cédric. Nous, on est dès la fin, on est de 88 tous les deux. Donc, nous, forcément, on est rentré par quoi? Par le néo-metal. Mais c'est un plaisir, c'est un hobby, passe-temps. Tu vois, tu passes un bon moment comme tu écoutes une autre musique. Pour moi, le black metal, il y a quelque chose. Si tu es attiré spécifiquement par le black metal, d'ailleurs, Cédric n'est pas un pur blackeux, il y a quelque chose. Tu vois, tu peux être très bien intégré socialement, au niveau de la famille, à tous les niveaux. Et forcément, si tu es intéressé par le black metal, à part vraiment si tu es que sur du Death Heaven, des trucs de hipster, et j'ai rien contre, hein, mais où là, effectivement, vu qu'en dehors du cri, le background musical, c'est du rock, quoi, ou même une forme de DSB, mais le black gaze, tous ces trucs-là, machin, si tu es dans le true black, il y a quelque chose d'autre. Tu n'y vas pas, c'est pas une musique qui va par incidence, tu vois. Le trash, tu peux y aller, ça riff et tout, machin, etc. Oui, je te parle pas de Dimmu Borgir. Dimmu Borgir, mon père, je peux lui faire un peu écouter viteuf avec les orchestrations, ça passe crème. Mais tu vois, le black, je sais pas, Gorgoroth, tout ce que tu veux, tu vois, Nehema ou Sargeist que je porte, il y a autre chose. À un moment donné, ensuite, tu rentres dans l'ambiance, tu comprends. Mais au départ, c'est hermétique. Et si tu insistes, c'est qu'il y a bien quelque chose que tu cherches. Moi, je sais que tout n'est pas totalement bien câblé dans ma tête. J'ai eu la chance d'avoir des parents aimants et tout machin. Et j'ai besoin du black metal, c'est viscéral. Et j'ai besoin de créer, en l'occurrence. Moi, j'ai pas besoin de jouer en live, j'ai besoin de créer. J'ai besoin de poser cette partie de moi, tu vois. Et quand je vois, avec Relin, c'est vraiment des amis ultra proches. On est tous plutôt bien intégrés dans la vie, on est tous pères de famille. Et bien sûr qu'il y a un truc qui est baisé dans la tête de Chris, il y a un truc qui est baisé dans la tête de Dorian. Encore une fois, tu fais pas du black metal. Ah ouais, tiens, à part vraiment, et je ne citerai pas de blaze, mais des groupes qui se sont dit, tiens, pourquoi pas, il y a peut-être moyen de se hyper machin, ou Gaë Réal, alors ça, je pense l'exemple, parce que du coup, personne ne les connaît, donc on est OK, tu vois, c'est des mecs trop gros. Eux, clairement, ils se sont dit, ah ouais, la capuche, le machin, ils ont pensé leur truc, c'est super bien fait d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup, moi aussi, mais eux, pour le coup, ils l'ont fait pour l'esthétique, parce qu'ils savaient que c'était un produit qui pouvait marcher. Mais sinon, tu fais le black parce que c'est une nécessité. Enfin, à mon sens. Je ne vois pas. Tu n'écoutes pas de Nehema ou les religions noires parce que ah bah oui, c'est trop intéressant. C'est dégueulasse. Tu y vas parce que tu sais qu'en face, Maynard, tu le rencontres à un concert, bon, il va beaucoup mieux maintenant, et qu'il y a un truc qui est niqué dans son cerveau, tu vois. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est donc dès lors que tu dis ça sur le black, bah ouais, il y a des mecs qui sont des putains de ouf. À côté de ça, il y a un groupe qui s'appelle Demonism, je sais plus comment il s'appelle, un groupe allemand d'une nana qui utilise le côté sataniste dans la lecture Anton Lavey, donc vraiment individualiste. Oui. C'est une forme de féminisme. Là, j'ai trouvé ça intéressant. Zilen Ardor, aujourd'hui tout le monde leur chie dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, même en commentant, je trouve que c'est de la bonne musique. Le côté négro-spirituel, anti-religieux, par rapport. Enfin, tu vois, il avait retourné en fait Varg Vikernes Oui.
merde, tu vois. En plus, en vraiment, les premiers, le David is Fine, quand c'est du Black Burzum. C'est pas du Black Mayhem ou un port, c'est vraiment. Et retourner contre Brad Carnes qui ne fait plus de guitare électrique parce qu'il dit que c'est une musique de, je le cite, c'est pas moi qui parle, de nègre, parce que Oui, négro, oui, oui. c'est pas marrant. Enfin, je trouve que c'est l'inversion de, tu vois, c'est voilà. Mais du coup, le trash, c'est plutôt justement généralement contre la guerre nucléaire années 80, tu vois. Donc tu vois un groupe de trash facho. Bah là, je trouve que c'est déconnant. T'as tellement d'autres groupes. Écoute autre chose. Death metal, pareil, c'est plutôt de prime abord engagé, ou alors c'est un truc de beauf, tu vois. Mais je veux dire, metalcore, alors clairement là, c'est des gars, enfin c'est tout ce qui est, tu vois, tous les mouvements, Enfin, ou, Age et tout. ou même le hardcore, enfin, tu Ouais, vois, un truc pas vegan. tu vois, donc ouais, un groupe de main de hardcore facho, c'est de la oi quoi. Mais voilà, en vrai, je veux dire, là pour moi c'est que tu cherches, enfin tu cherches vraiment ça. Mais KPN par contre, pour le coup, il y a un truc là depuis quelques temps, les gens se pignolent sur ce mec, tu vois. Alors en plus, bon, il est pas complètement con, Proudhon machin ça. Mais la zik c'est de la merde. Enfin, sans déconner les gars, écoutez Neema, écoutez, enfin, pour le coup, les mecs, et on a eu cette discussion avec le bassiste d'Ecrelin, Maxime, qui me dit ouais, mais je déteste Bezmach, mais j'adore KPN. J'ai fait mais gros, enfin KPN, je sais pas, il y a une hype quand un mec veut un peu montrer genre, je suis sulfureux, je te cite KPN et gros, achète-toi des oreilles. À la rigueur, le truc où il a fait de la trappe, ouais, c'est assez original, tu vois, il a fait une face trap rap, une face BM, BM basique. Enfin, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Chez Bezmach, je trouve quand même que les riffs sont pas mauvais. Et puis, bah, putain, t'as Rosaïmar, quoi. Rosaïmar, s'il vous plaît. Le patron, tu vois, le patron. J'ai des posters de lui dans ma chambre, tu vois. Je suis une fanzouz absolue. Donc, rien que pour ça, je trouve que ça justifie. Le KPN, je comprends pas. Je comprends pas. Tout le monde se touche sur ce groupe, je ne comprends pas. Alors, heureusement que tu nous dis que tu n'es pas chez toi, parce que quand tu dis que tu as dans ta chambre J'avais, quand j'étais ado, une quand affiche j'étais ado, juste derrière, le mouton noir, tiens, faut trouver le mouton noir. Encore une fois, je pense que c'est dans le secret des dieux, là, chez ce brave Sylvain. La question, et je crois que Maxwell aussi m'a parlé dans une vidéo là, de fin d'année dernière, là, un classement sur le black metal, un tier list norvégien des années 90. C'était ça la thématique. En fait, alors déjà, bon, j'avoue que moi, des plus jeunes, donc effectivement, je pense que tu es la génération de mon grand frère, des 70, nous, on est de la fin des années 80. Mais en fait, si tu regardes dans les concerts de black, là, je vais parler de black parce que c'est quand même ce que je fais le plus. Des jeunes, il n'y en a pas tant que ça, hein. Moi, je pense que le seul que je connais, c'est Maxime Descrelin, qui a l'âge d'un de mes neveux. Donc, tu vois, moi aussi, hein, je peux me sentir. Voilà, je n'ai plus de cheveux, tu vois. Quand il a dit ça, on avait capoté avec Cédric. Ouais, je crois qu'il a, 22 ans, il a fait récemment, bref. Et du coup, mais sinon, en dehors, honnêtement, je pense que je ne connais pas. Là, si maintenant, il y a le Galibo, ils sont assez jeunes, enfin, une partie du groupe est assez jeune, ou la chanteuse, en tout cas, elle a à peu près l'âge de Maxime, tu vois. Donc là, effectivement, quelques jeunes, mais sinon, quand je regarde le public autour de moi, je pense qu'on a tous pile poil le même âge. Si ce n'est, ils sont un peu plus âgés que moi, plutôt des débuts des années 80. Mais du coup, le sujet, c'était dans ce podcast, c'est de dire, mais tiens, il existe aujourd'hui des fans de black metal qui effectivement connaissent pas forcément ou alors en dehors du fait qu'ils l'ont entendu de nom, les piliers du style. Parce que du coup, toi, tu disais effectivement, on va remonter. Mais je pense qu'il arrivera peut-être aussi un moment où les jeunes auditeurs, c'est-à-dire les nouveaux auditeurs, peut-être qu'ils ne remonteront pas à l'origine. Tu vois, je pense pas que tout le monde qui écoute du metalcore de nos jours ou d'autres styles métal moderne sont remontés effectivement à Black Sabbath, quoi. Et je pense honnêtement, alors, tu vois, Sylvain était plutôt à dire c'est mieux, etc., etc. Moi, j'aurais personnellement tendance à dire ouais, il faut quand même savoir d'où vient le style. Il y a des références, il y a des choses. Puis en fait, plus j'y pense, plus je me dis, bah, à la rigueur, c'est pas indispensable en fait. Ça dépend quelle est ton approche par rapport au style, si c'est vraiment dans l'expérience et le plaisir ressenti à l'écoute. Est-ce que tu as besoin d'aller faire la genèse, la généalogie du style? Je sais pas. Après, je pense quand même que quand tu me diras le black metal, ce qu'ils appellent le post-black, donc la tendance très mélodique, hein, pas post-black, genre mélange post-hardcore, donc je pense à Mgwa et compagnie. C'est vrai qu'en dehors du chant, c'est presque assez heavy metal, tu vois. Wada, typiquement, Wada, enfin, à partir du troisième album, c'est des riffs, c'est du Maiden en fait, à la guitare, il y a des guitares harmonisées et tout. Donc en fait, eux, je pourrais aussi me dire qu'ils ne remontent pas à la généalogie. Ou alors qu'ils aillent directement sur le heavy trad, la new wave petit heavy metal, que du dark throne, en fait. Justement, par le mixage,
je pense que certaines, Def Heaven, enfin tout ce Black Gaze et compagnie, je pense qu'en fait, les gars, ils vont plutôt aller remonter la chaîne, mais sur le shoegaze, tu vois, tous ces groupes-là de New Noise, que pour le coup, moi, c'est vraiment pas un truc que je connais et que j'écoute outre mesure. Et je pense qu'ils iront plus là-dedans que ces trucs agriculture, enfin, ces groupes de hipsters. En fait, ils vont plus remonter sur la partie shoegaze, tu vois, Cold Wave, etc., que finalement le black norvégien. Parce que par la mixité, du coup, les racines, c'est pas un arbre, c'est deux arbres dont les racines viennent se mêler. Mm. Donc, moi, non, je pense qu'effectivement, tu peux prendre le train en marche et tu n'es pas forcément obligé d'aller jusqu'à la locomotive finalement. Si dans le wagon où tu es, c'est plutôt confortable et ça te plaît, moi, je suis pas élitiste là-dedans, en fait, pour le coup. Et alors, vraiment, le propos qui, je trouve, est vraiment naze, et j'en lis quand même souvent, c'est les vieux briscards. Je vais pas citer de label, je vais pas citer de groupe, mais ouais, c'est plus comme avant. Gna, gna, gna. Ouais, oui, frère, le quai de piste au fond de la salle de bain avec ton ampli 10 watts Marshall, oui, bah maintenant, tu vois, tu peux respecter la tradition et avoir un son à peu près correct, tu vois. Et il y a des choses contemporaines qui sont bien. Je pensais à des Français. T'aimes Neema, par exemple, parce qu'à l'époque, c'était super cool. Bah, écoute Morgiliad, en fait. Morgiliad, ça respecte tous les codes, on est dedans. D'ailleurs, il a fait Suicide à Circle avec Maynard. Ils se sont embrouillés, je crois, pour des raisons perso, mais musicalement, je veux dire, ils se respectaient. Et voilà, et Mourad, c'est pas tout jeune non plus. Il a du background, mais Morgiliad, sont corrects et ça respecte enfin, c'est clairement dans l'héritage des Légions Noires, quoi. Il y a du mutilation là-dedans, parfois. Encore une fois, forcément, ils ont travaillé ensemble tous les deux. Mais voilà, tu n'es pas obligé d'être passéiste, d'avoir le son de l'époque, etc., etc., quoi. Et quand ils disent, ouais, c'est notamment dans le livre de Pierre Avril, donc ceux qui veulent retrouver des références, mais tu avais effectivement des anciens, certains ont des labels assez connus, machin, que moi d'ailleurs je respecte énormément et qui apportent beaucoup de choses. Tu peux pas dire qu'il s'est rien passé. Enfin, tu vois, je veux dire, Deathspell Omega, c'est pas un truc de vendu. Blood House Now, c'est pas un truc de vendu. Et c'est aujourd'hui ça la vitrine du black metal français à l'international, tu vois. Le post-black, moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Le premier chanteur de Regarde les âmes tombées, c'est le chanteur de Targos. Donc, tu peux pas dire que c'est des vendus, tu vois. Moi, j'adore Antaeus, j'adore Merrimack, j'adore les Archon, Infastus, évidemment, même les Gorgon, etc. Bah, même Gorgon, ils reviennent, ils font pas les mêmes albums que dans les années 90. Ils ont un son un peu plus moderne, alors avec des riffs easy, mais voilà quoi. Donc, je pense qu'on peut prendre le train en marche, et tant mieux si on va fouiller derrière. Bah, si tu t'intéresses déjà à ce qui sort de nos jours, bah, il y a tellement matière à faire en fait. Et comme tu le dis, en fait, de facto, par moment, tu auras des riffs, bah, tu le sais pas. C'est clairement inspiré de 92, de 93. Et puis, si tu le sais, bah, c'est bien, mais ça t'empêche pas d'apprécier, même si tu le sais pas, quoi. Pas besoin de. En fait, je trouve justement que on revient à tout à l'heure, hein. Si t'es pas trop hermétique, t'as pas besoin d'avoir l'explication de texte et la fiche de lecture à côté pour apprécier. Sont discernés avec Dieu, se sentent forts, et regardent le corps pendu, dans les vannes se vident. Les ouvriers s'en retournent, avec les régisseurs à la coursive. Le grand médiateur a sifflé la fin de la partie. On n'est plus mère ni enfant, quand on ne fabrique plus. On ne reste que spectateur d'un commerce sans patrie. L'humain se deal, s'échange de noir dans le nouveau monde. Et sera plus. Non, mais c'est ça. Et si tu fais un parallèle avec, par exemple, la société, forcément, on est la somme de culture de plein de choses qui, enfin voilà, de nos ancêtres et compagnie. On est cette somme-là, ce qui n'empêche pas que tu n'es pas obligé de connaître l'histoire de tout sur le bout des doigts pour dire d'être ce que tu es et peut-être de vouloir faire aussi avancer les choses vers une société un petit peu autre et ben, meilleure, on l'espère.
Mais voilà, ça ne t'empêche pas de vivre à l'heure actuelle. Par contre, le fait de connaître tout ça peut te permettre effectivement d'avoir certains leviers, de pouvoir lever certains freins, de comprendre certaines choses. Et c'est pour moi la même chose. Et je pense que le black metal, peut-être à la différence d'autres styles comme le thrash ou le heavy metal ou tout ça, j'ai l'impression, et Cédric, toi qui ne connais peut-être pas autant, tu me diras si tu as ce ressenti-là, c'est que dans le black metal, plus que dans les autres genres du métal extrême, on a cette envie de remonter et d'avoir toute l'historique en fait. On parlait d'élitiste et j'ai l'impression qu'il y a quand même cette envie élitiste qui est là derrière et de parfois vouloir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer justement tout ce qui va être post-black. Parce que le post-black, c'est aussi beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de sensations qui arrivent. Donc, tu peux écouter ça et puis tu es enveloppé dedans et tu es pris dedans. Et c'est tellement touffu, c'est tellement plein de nappes que tu es embarqué, que tu es enveloppé et on te prend et on ne te lâche pas. Mais il n'empêche que quand tu aimes le black, j'ai l'impression que c'est un des rares genres où tu vas avoir envie de remonter l'histoire justement et de refaire cette histoire-là et de faire, entre guillemets, tes classes pour comprendre un petit peu toute la filiation qu'il peut y avoir. Et en ce faisant, tu peux encore rechanger tes goûts justement parce que tu écoutes de nouvelles choses, parce que tu te dis ce qu'au départ tu te disais oh là là, c'est enregistré avec les pieds, je déteste ça. À force d'écouter, tu vas peut-être entendre d'autres choses et tu vas te dire, tiens, finalement, ça c'est intéressant, ça j'aime bien. Et puis, je ne l'entends plus, le fait que ce soit enregistré avec les pieds, ou alors, si, ça rajoute quelque chose, ou pas. Du coup, toi, Cédric, est-ce que tu as cette impression-là que justement, c'est peut-être un des genres où on a cette envie d'avoir toute l'histoire comme si c'était vraiment quelque chose à part? Après, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Tu as des gens qui vont vouloir rechercher un petit peu, intellectualiser tout ça et rechercher la genèse de ce qu'ils écoutent et de ce qu'ils aiment. D'autres moins. Moi, je n'ai pas eu le temps d'avoir envie de faire ça parce que Jérémy m'a tout de suite apporté les clés, les codes. Il m'a dit, tiens, écoute ça, regarde ça, ça c'est intéressant parce que si. Donc, j'ai tout de suite été nourri. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir cette sensation que tu décris. Après, moi, il faut savoir que j'ai plutôt tendance à m'accrocher à des choses dans la musique qui me plaisent, que je trouve efficaces. Tu vois, je vais pas m'attarder à un style, je vais pas m'attarder à ce que ça signifie. Je trouve ça efficace, je vais pouvoir le reproduire et le mettre dans quelque chose. Et c'est vraiment plus ça qui me parle que tout le côté, que tout le monde qui englobe la musique, que je trouve finalement un peu. C'est super intéressant, hein, ça fait partie de la chose, mais un petit peu secondaire par rapport à vraiment l'émotion qu'on veut véhiculer, l'efficacité, comment est-ce qu'on a amené la chose pour qu'on se prenne le poing dans la gueule. Vraiment que c'est vraiment que la musique qui va me parler, quoi, quel que soit le style. Voilà, pour répondre à ta question. Mais alors, du coup, quand tu as des personnes qui, comme moi, viennent critiquer, alors critiquer pas, chroniquer, dans le sens chroniquer, finalement, on intellectualise Mm. le tout, même si on parle parfois d'émotions ou parfois pas sur des albums qui pourraient ne pas nous toucher, mais on intellectualise quand même un petit peu la chose. Comment vous le recevez, ça? Est-ce que quelque part, il n'y a pas ce côté de vous dire, euh, finalement, ça fait chier, quoi? Non, pas du tout. Pas du tout, et c'est justement là où je pense que notre duo est intéressant, c'est que là où moi, je vais vraiment m'intéresser 100% à la musique, à l'efficacité et à me concentrer vraiment que là-dessus, Jérémy va apporter un petit peu tout le reste. Et au contraire, franchement, à l'heure actuelle, on serait vraiment, on cracherait dans la soupe à dire que les chroniques nous font chier ou que quelqu'un nous intellectualise trop ce qu'on fait. Non, pas du tout, au contraire. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais. Ouais, je suis d'accord. En fait, ouais, pour répondre à deux niveaux,
Pour répondre à 3 niveaux même. Au niveau du groupe, donc de nous 2, hein, bah non, effectivement, nous, le fait que les gens, comme tu dis, intellectualisent ou viennent chercher des références ou essayent de tu vois, essayent de chercher des références pour éclairer l'auditeur parce que, bon, personne ne connaît quoi jusqu'à présent, donc de manière ultra confidentielle. Bah, donc voilà, ça donne des repères et du coup, bah, ah ouais, OK, j'aime bien ce groupe-là, bah, du coup, tiens, je vais essayer de creuser, parce que la chroniqueuse ou le chroniqueur a donné cette référence, prennent ensuite du temps sur le choix des mots. Certaines chroniques, bah, effectivement, comme la tienne, sont des petites pièces artistiques en elles-mêmes, tu vois, on leur valeur en elles-mêmes, tu vois, notamment avec ta métaphore filée sur la maison, que j'ai trouvé justement très, très juste. C'était vraiment. Et c'est marrant, Sabine, donc, qui est la performeuse burlesque dans notre clip, qui s'avère être aussi ma meilleure amie, elle m'a dit j'ai adoré l'image de la maison. Elle m'a dit ça pourrait presque donner une idée de clip pour la prochaine fois. Et elle aussi, elle est super cérébrale pour le coup, Sab également, même si on s'est connus en école de commerce, il n'y a pas que des raclures dans ces endroits-là. Et du coup, bah, moi, pour le groupe, voilà, ça montre un temps, un intérêt. Enfin, tu vois, c'est super gratifiant. On fait de la musique pour se faire plaisir. Mais si on a envie, moi, j'avais envie d'avoir l'objet même pour moi-même, le vinyle et tout. Et évidemment que si on la diffuse sur les plateformes, si on a 3 labels, une agence de RP, évidemment qu'on a envie qu'on soit écouté, tu vois. Après, critiquer dans le sens où, tu vois, on a eu quand même globalement des critiques assez positives. On en a eu deux, trois qui exprimaient certaines réserves, d'ailleurs, avec lesquelles on pouvait être assez d'accord parce que nous-mêmes, on en avait conscience sur certaines choses, notamment la batterie qui n'était pas organique, etc. Mais en fait, c'est trop bien. Enfin, la personne t'a consacré du temps, tu es dans la masse des, je crois, 80 sorties hebdomadaires sur Métallurgie, si je dis pas de bêtises, j'ai entendu ça en interview récemment. Donc non, pour te répondre au niveau du groupe, voilà. Et après, effectivement, sur te répondre l'un et l'autre, bah, comme tu l'as vu, effectivement, on est que deux. Donc c'est vraiment assez strictement réparti les rôles. On m'entend surtout pour le deuxième album. L'orchestre, l'architecte de la musique, c'est vraiment Cédric, avec toutes les guitares, enfin toutes les cordes, hein, même une partie des claviers. Je ne fais pas tous les claviers, il en rajoute par-dessus, etc. Donc, sur la musique, on va dire c'est 90% aujourd'hui lui. Même si j'ai envoyé 40 minutes de musique, c'est des ambiances, des machins, on va piocher. Après, les textes et bah, du coup, la relation avec les labels, enfin, la relation avec la scène de manière générale, étant donné que moi, je baigne dedans en tant qu'auditeur et je me considère fan avant tout, avant artiste, tu vois, bah, c'est du coup, effectivement, plutôt moi qui vais du coup, même des fois, le décrypter dans les chroniques, dire que le groupe en question, c'est ça, machin. Mais je dois avouer que tu as mis une référence par rapport au chant. C'était la semaine dernière. Je me replongeais dedans, j'avais dit à Seb, putain, je vois pas du tout ce que c'est que ce groupe. Comment du. Ah mince, tu l'as dit tout à l'heure. Ça, j'ai déjà vu passer le blaze dans Postcris, je pense. Et tu as mis un autre groupe que je ne connais absolument pas, mais vraiment pas du tout. Il faudra que j'aille creuser. J'ai pas eu le temps, malheureusement, la semaine a été un peu chargée. Mais voilà, donc effectivement, moi, je suis plus dans cette. Cosmos. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ah, Cosmos. Oui, alors Cosmos, Avec un K, hein, c'est ça. Hein. avec Quentin. Quentin, Quentin qui est aussi le chanteur de Rodgar, qui est aussi chroniqueur chez Soil Chronicle, sous le nom de Quantum. Et, et c'est vrai que dans Cosmos, qui à la base était un projet, un one-man band, avec Vincent, mais dont le pseudo est Russell Mza, que tu as certainement déjà dû voir passer plusieurs fois. Et ben, c'est vrai que dans le dernier qu'ils ont fait, il y a Quentin qui a cette voix très grave aussi, mais en fait, où on comprend complètement. Il a une diction tellement particulière, ce qui fait qu'on comprend. Alors, c'est pas sur tous les morceaux, c'est vraiment sur Ivresse de la finitude. Il y a ce grain et je me dis, putain, j'ai vraiment l'impression d'être replongée dans un des morceaux, je saurais plus te dire lequel, mais de Cosmos, avec Quentin qui chante et où on entend avec ce même voix, ce grain de voix très, très grave. Après, je t'ai parlé aussi d'Hélios, avec le côté un peu spoken word et compagnie. Oui, ce que je connais pas non plus. Je connais pas non plus. Ah Ah bah non, écoutez, vous pouvez Ouvrir dire. le soleil.
Mais voilà, voilà, je trouvais ça vraiment, et j'ai encore réécouté là, tout à l'heure dans la voiture, et à chaque fois que je tombe dessus, je me dis: «Putain, vraiment, je me disais: «Est-ce que je suis pas allée trop loin en faisant un petit peu le parallèle?» Mais je me dis: «Non, vraiment, il y a ce petit quelque chose dans la voix, mais vraiment que sur ce morceau-là, pas sur Ok. d'autres». Ouais, Par bah, contre, j'ai un problème, c'est que je pense avoir, retrouvé, tous les samples de films, mais ok. pas celui de Ivresse de la finitude. Ouais, et c'est vrai. Je me souviens dans la chronique, je m'étais dit qu'il faudrait Et que j'ai demandé à plusieurs cinéphiles autour de moi, j'ai c'est pas, malheureusement, c'est pas un film. Pour le coup, malheureusement, c'est pas un film. En fait, c'est un enregistrement réel du Golden State Killer, qui a été peut-être un des tueurs en série les pires, et surtout qui était polymorphe. En fait, c'était un flic, le gars. Il a sévi pendant plus de 30 ans ou 40 ans. Il s'est fait arrêter dans les années 2010, et ses premiers crimes étaient dans les années 70. Et en fait, il a commencé comme violeur. J'ai bien dit commencer. Et mmh, ensuite, sa routine a évolué vers le meurtre. Et en fait, on a cru, il a plein de noms, hein. Golden State Killer, c'est le dernier, là, quand il s'est fait arrêter, mais genre deuxième moitié des années 2010, hein. Alors, pour tout dire, c'est la référence, c'était sur RTL, l'heure du crime. d'accord. C'est comme ça que je suis tombé dessus. Ouais, désolé, là. On baisse un peu, il est 22h38, les auditeurs, on baisse un peu en référence. Mais on a regagné Cédric, là, tu vois, là, dans 10 minutes, on est sur les grosses stats, c'est bon, là, il sera reparti. Ah bah. Et belle perdu, frère, belle perdu. Et du coup, là, ça peut coûter encore. Et donc, du coup, moi, en fait, donc, il y a eu plusieurs noms, parce que pendant des décennies, on a cru que c'était plusieurs tueurs. Il a exercé dans plusieurs parties de la Californie, donc d'où le Golden State, hein, c'est la référence à la Californie, donc plutôt dans la Bay Area, pour San Mmh, Francisco, pour les fans de trash. Et en fait, il a commencé comme violeur, et l'extrait phonique que tu entends, il appelle sa première victime, qui était donc qu'il avait violée. Ah oui, il avait la particularité, en fait, il attachait ses victimes quand il y avait des couples. Le mari était attaché. Et en fait, une fois qu'il avait fait son affaire, soit un viol, soit on va voir un meurtre, bah, il allait dans le frigo, il buvait une bière, il se baladait, etc., etc. Et en fait, cet extrait, il rappelle sa toute première victime de viol. Il dit: je vais revenir, et ce coup-ci, je vais te buter. Et malheureusement, il est revenu la tuer. Mais il s'était passé des années. Je ne sais pas si on peut imaginer le niveau de sadisme absolu. Parce qu'on parle souvent du mal banal, Hannah Arendt, machin, avec les dictateurs. Tu peux être directeur d'un camp de concentration, d'extermination, et être un père de famille, machin. Là, par contre, on est vraiment revenu au fondamental du mal, un peu absolu, avec une espèce de sadisme exacerbé, où effectivement, en fait, il déjà une première fois violé, et quelques années plus tard, il la rappelle, et il lui annonce, et c'est ce qu'on entend dans l'extrait vidéo, I I wanna kill you, et il arrivera à son terme, parce qu'en fait, il était flic, donc il arrive à rentrer par quasiment sans effraction, par une fenêtre ouverte, un machin, et voilà. Et donc, du coup, j'écoutais, pas Affaires sensibles, du coup, ça c'est France Inter, l'heure du crime, et mmh. plus j'avais dû fumer un pilon, comme à peu près très souvent, et j'étais sur mon canapé, j'entends l'extrait. Je la connaissais déjà, l'histoire, je crois que je l'avais déjà entendu le podcast en partie où justement j'avais capté à radio en rentrant du boulot. Et ça m'a un peu glacé le sang. Et là, je me suis dit, vas-y, faut mettre ça dans un morceau, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, cette thématique, du coup, entre guillemets, on pourrait utiliser le terme féminicide, c'est un assassinat, mais c'était toujours ciblé sur les. Je sais plus si tuer les compagnons ou pas, j'aurais plus, je saurais plus. Nous fera une bonne transition vers les thématiques du troisième album. C'est un petit teaser que je fais là. Mais voilà. Donc, non, non, c'était pas une référence de film, c'est malheureusement terriblement vrai. Et c'est les évolutions. Encore. Ah ouais, c'est vraiment. Lui, franchement, dans le top 10 avec les Headcamp et compagnie, je pense que le groupe Church of Misery, il a un groupe de Doom Sludgy Mmh, japonais. Ils font un concept. oui, oui, je vois. Ah bah voilà. Je pense qu'ils ont dû forcément parler de ce brave homme, policier de son état, du coup. Et il avait la réputation d'avoir une haleine fétide, enfin, pas la réputation, les victimes, parce que du coup, il y en a un certain nombre qui sont vivantes, Dieu merci, puisqu'il a quand même longtemps, entre Mmh, guillemets, uniquement avec des gros guillemets, violé. Et du coup, il y a un certain nombre de survivantes et de survivants, les compagnons. Il disait qu'il avait une haleine vraiment fétide, vraiment spécifiquement, il devait avoir un problème gastrique. C'était la seule truc qu'ils avaient. Et en fait, ils l'ont.
dis, pendant des années, ils l'ont cherché. Et je crois que c'est l'ADN, l'évolution. Heureusement qu'ils gardent des fois des traces, même avant qu'il y ait la possibilité de la recherche ADN, et ils l'ont retrouvé. Je crois qu'ils l'ont confondu comme ça, tu vois, plusieurs années après, il avait dû commettre une infraction, un truc, et du coup, dans la banque de données, à un moment donné, c'est un match. Donc, Bon, non, j'étais en train de manger de l'houmous juste avant, donc je vais éviter d'avoir mon haleine. On va penser que c'est le retour. Mais oui, oui, non, mais c'est encore plus flippant, justement, le fait de se dire que c'est pas un film, c'est pas un personnage fictif, enfin, du coup, là, c'est quelque chose de réel. Et ouais, enfin, déjà, le côté d'entendre susurrer, enfin, moi, j'avais l'impression, je disais: «Allez, vous, là, tous les amateurs de films d'horreur, gore ou tout ça, allez-y, dites-moi ce que c'est». Et puis tout le monde séchait en disant: «C'est peut-être machin, c'est peut-être truc, c'est peut-être», et j'allais creuser, j'ai dit: «Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça non plus». Je dis: «Bah, tant pis, il y aura pas, on va dire qu'on ne sait pas». Et effectivement, j'ai bien fait parce que de toute manière, j'aurais dit des belles conneries. Est-ce que parfois, vous avez justement des personnes qui chroniquent et qui disent des grosses conneries, et vous vous marrez, tous les 2 à lire, les choses, à vous dire: Joker. Non, en fait, j'ai pas. En fait, si tu veux, je trouve que En fait, pourquoi je dis Joker? D'habitude, je suis quelqu'un d'assez taquin. Mais là, en fait, bah, y a aucun chroniqueur dont c'est le métier qui est rémunéré pour son activité. Si c'était le cas, j'aurais pas hésité à dégainer parce que bah, voilà, c'est ton taf, frère, soit au niveau, ou sœur, soit au niveau. Mais là, c'est que des gens qui sont bénévoles, enfin, qui prêtent sur leur «Mmh, temps, etc. Et honnêtement, bah, heureusement qu'il y a des chroniqueurs parce que sinon, nous, on fait notre zik comme des connards et puis c'est terminé, tu vois. Donc, oui, il y a pu avoir des fois des petites erreurs d'aiguillage. Après, c'est pas évident non plus, tu vois. Moi, même quand j'écoute aussi des fois des groupes, je tape à côté dans l'appréciation, ou peut-être effectivement dans la volonté de rendre assez littéraire sa chronique. Parfois, ça peut être un peu. J'ai fait des études de lettres, donc c'est vrai que voilà, j'ai du mal à prendre du recul, mais des fois où je me dis, bon, tu aurais pu faire la phrase plus simple, ça aurait été finalement tout aussi bien, et voilà, mais voilà, donc on est, mais comme nous, des fois, enfin, sur le premier album, il y a des trucs qui me. Voilà. Donc j'ai dit ça, oui, il y a des trucs, des fois, j'aurais peut-être fait différemment, mais du coup, pour remettre la balle au mmh, centre, quand je réécoute le premier album, je peux te dire qu'il y a pas mal de choses que j'assume, mais alors pas du tout. C'est vrai que c'était dès qu'on l'a enregistré, hein, il m'a dit, ouais, j'ai quand même le doute sur beaucoup de choses. C'est à peu près tout ce que tu as composé. Ta gueule, tu vois. Et même moi, ce que j'ai fait avec tes merdes de lignes de basse, parce qu'il faut savoir que les morceaux, c'était des lignes de basse à la base, que je l'avais écrite. Donc, voilà, chers amis chroniqueurs, ouais, de temps en temps, il y a une petite maladresse, etc. Bah, nous, notre premier album, il en est rempli. Et, franchement, c'est vrai que quand on disait, il y a un nouveau qui arrive et tout, les gens disaient, ah, bah, vous en avez déjà en ligne, je vais l'écouter. Je faisais, non, non, mais t'inquiète. Après, le deuxième, il sait très bien. T'acharnes pas, ça va bien se passer. Donc, voilà, je dis, mais parce que, encore une fois, enfin, vous faites tout ça par passion, et la vérité, c'est que encore une fois, si vous n'êtes pas là, bah, il n'y a qu'un seul média où c'est les professionnels, c'est Rockard. Donc, mmh, c'est compliqué. New Noise, le fondateur, je crois qu'il sortait un salaire. Je suis pas sûr qu'il s'en sorte encore un. Tu sais, je dis ça, c'était fait pas mal d'interviews quand ils ont famille. Musin qui l'avait reçu. Rockard lui avait fait un article aussi. Et il a eu des temps très difficiles, hein. Bah, d'ailleurs, ils ont changé plusieurs fois, donc oui, c'est pas pour rien. Donc, en dehors de Rockard, on sait qu'ils sont salariés, puisqu'ils le disent, enfin, Mathieu Yassef le partage, mais même avant ça, enfin, on le savait, quoi. Euh, Chez Metallian, ils sont en gros quasiment tous, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, nous, Vincent, bah, c'est comme toi, hein, c'est par passion. Donc, bah, ouais, si tu veux, enfin, déjà, du coup, tu dis merci avant toute chose, juste pour le temps accordé. Puis après, effectivement, tu as des chroniques qui vont plus te marquer que d'autres, comme j'imagine que les chroniqueurs font des chroniques, mais même s'ils les ont écrites eux-mêmes, les artistes les ont plus ou moins marquées que d'autres. Mais de manière générale, c'est quand même génial, enfin, tu vois, que des gens fassent ça, quoi. Et puis moi, en l'occurrence, alors j'avoue que je n'étais pas webzine, mais je suis abonné à Rockard et j'achète New Noise tous les 2 mois, et Metallian désormais depuis longtemps, quelques années, tous les 2 mois aussi.
c'est grâce à ça que je me suis fait la culture, quoi. Parce que, effectivement, pourquoi j'ai moins l'affect webzine, c'est 2001, j'ai commencé à écouter du métal. Donc, à l'époque, pour aller sur Internet, et le daron qui te dit putain, Stormy, là, on peut plus appeler là, t'es encore sur le net là, arrête de télécharger les images de cul, mais c'est Internet, donc bah du coup t'es allé chez le marchand de journaux quoi. Je savais pas, on est originaire d'Alsace, donc je vous ai mis une petite mise en contexte locale. D'accord, je comprends un petit peu mieux. Pardon, c'était ouais. Mais c'est vrai que Exactement le même accent par chez toi, tu comprends, mais bon, enfin, ça vient de l'Est quand même, hein. mais c'est vrai que, je je me souviens. Alors, je crois que c'est Alban Berg, compositeur, classique mais Mmh. contemporain qui avait sorti, une œuvre qui était, Les Feuilles et bah, dans les journaux, tout le monde, les chroniqueurs parlaient des feuilles mortes qui tombaient sur le sol, et cetera et puis en fait, lui, il riait en disant: «Bah, en fait, non, pas du tout, enfin, c'est pas les feuilles mortes de l'automne, les violons qui sanglotent et tout ce que tu veux, c'est les journaux, enfin, c'est les feuilles des papiers journaux, qui s'envolent parce que pour moi, c'est de la merde». Voilà, c'était parfois un petit peu ça aussi, ou des chroniqueurs, mais finalement, c'est englober aussi les auditeurs. Est-ce que ça ne vous fait pas peur parfois de proposer, des choses et de vous dire: «Est-ce que ça va être compris? Est-ce que ça va être bien perçu? Ou est-ce que, Bah, dès lors que tu balances ton œuvre, au monde, bah, elle t'appartient, dans son émission, mais pas dans sa réception, tu vois? bah, oui, C'est le principe, tu vois? On n'est pas sur, un propos analytique, pédagogique ou quoi aux caisses. Au contraire, il y a encore une fois, il y a des choses, comme on parlait tout à l'heure, oui, c'est travaillé parce qu'il y a un background culturel, des choses comme ça et des référentiels. Mais, au tout début, l'extrait d'Antonin Artaud, ça m'est venu comme ça parce que je trouvais ça cool et ensuite a posteriori, je me suis rendu compte que ça avait du sens dans un texte autour de l'écologie, nanani nanana. Mais, au tout début, j'avais juste envie de mettre, un extrait de Pour en finir avec le jugement de Dieu, parce qu'Artaud, bah, voilà, je sais que c'est Hippocagneux, ça c'est typiquement une référence Hippocagneux. Artaud, voilà, tu vois? Parce qu'il y avait un passage de texte à la Georges Bataille, donc tout ça, je trouvais que ça faisait du sens, mais, tout était pas calculé. L'extrait de Fight Club, c'est parce que c'est un des films préférés de Cédric et que moi, c'est plutôt Palahniuk, donc l'auteur de Fight Club avant son adaptation par oui, David Fincher. Moi, j'ai adoré Festival de la couille, d'ailleurs, où il y a une nouvelle sur Marilyn, dans laquelle on rencontre Marilyn Manson. J'ai adoré Choc, j'ai adoré à peu près tous les livres de Palahniuk, donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est une référence qu'on a ensemble un peu indirectement. Et bah, le discours avait carrément du sens par rapport aux chansons. Mais tu vois, donc, à mon nez, il y a aussi des choses qui sont spontanées et limite, je préfère, enfin, c'est marrant que chacun ait sa propre interprétation, tu vois. Pour le coup, je trouve que c'est, encore une fois, c'est une œuvre d'art, donc c'est pas, c'est pas un propos programmatique, analytique. Je suis pas en train de faire le commercial où je dois expliquer l'offre de valeur de la société parce qu'il va falloir faire un chèque, quoi. Donc, non, non, moi, enfin, et je pense que d'ailleurs, quand je lis j'ai moi-même beaucoup d'interviews d'artistes connus, hein, tu en as d'ailleurs même ça de plus en plus qui disent ouais, j'ai pas trop envie de répondre sur les paroles, je préfère laisser à libre interprétation. Souvent, je lis ça dans des interviews, tu vois. mmh, Alors, je me dis souvent, ouais, frère, c'est pas juste parce que tu as une grosse flemme ou une gueule de bois qui fait que tu as juste envie que l'interview s'arrête, ou alors vraiment, tu as envie de laisser libre interprétation. Mais je rigole, je dis ça en rigolant, hein, mais je pense que ouais, non, non, effectivement, au contraire, je, et tu peux, tu vois, enfin, quand je repense à ce que tu disais là sur l'artiste en question, mais bah, même si tu fais tes recherches, en fait, c'est pas évident. Et je vais te dire un truc pour le coup, un label ou une agence de com peut déjà elle-même, c'est elle qui te transmet l'info, enfin, ou le label ou l'agence, tu vois. Et eux-mêmes sont des intermédiaires. Donc déjà, eux ont fait une interprétation, voire volontairement. Pour le coup, j'ai souvent des interviews d'artistes qui vont être sur des gros trucs, hein, genre Napalm, Nuclear Blast et compagnie, qui ou Censure Immédiat, tout ça, qui vont te dire oui, alors bon, c'est la façon dont le label a un peu promu la sauce, tu vois. Ils font leur table d'essayer de vendre la sauce, mais bon, nous, c'est pas exactement ça. Donc c'est pour ça que tu peux pas en vouloir aux chroniqueurs, tu vois. Si justement dans un press kit, des fois il y a des trucs où tu vois que dans les gros groupes, hein,
donc semi-professionnels, on va dire, voire professionnels, où ils disent ouais, bon, ok, c'est la sauce du label, c'est pas forcément comme ça qu'on l'aurait exprimé nous, donc raison de plus pour ne pas, quelque part, ne pas en tenir rigueur à ton interlocutrice ou ton interlocuteur. Mm. Dis-moi, Cédric, Ouais. est-ce que dans votre duo, tu arrives à en placer une? Ça se voit, hein. En vrai, oui, quand on travaille ensemble, lorsqu'on fait de la musique, etc., euh, si, on arrive très bien à parler, on a une bonne communication et non, ça se passe très bien. Là, c'est vrai que dans l'exercice qui est l'interview qu'on couvre tous les deux, il y a peut-être un petit déséquilibre léger, mais ça va, on s'en accommode bien. Non, franchement, ça va. Bon, et puis En vrai, quand on travaille, on arrive à communiquer. bon, et puis pas de chance parce que finalement, moi, mon boulot, c'est de bosser aussi sur tout ce qui est écriture et compagnie. Donc, forcément, j'ai, euh, j'ai plein de questions autour de ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est autour de la composition musicale, finalement, si j'ai bien compris, c'est toi qui amènes la musique. Peut-être pas déjà complètement composé, peut-être juste des riffs ou des petites choses. Mais est-ce que l'ambiance, tu sais déjà ce que tu voudrais qu'il soit derrière? On en parle tous les deux. On discute un petit peu de la direction qu'on aimerait prendre. Après, je compose quelques riffs. J'essaye un petit peu de les agrémenter quand même, parce qu'un riff tout seul, finalement, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et je transmets régulièrement les riffs que je compose à Jérémy pour voir un petit peu s'il va dans la bonne direction ou est-ce qu'on va plutôt changer de cap. Et alors, il va valider. Non. Bon, en général, c'est toujours validé, hein, que là. Et après, comme tu disais avant, après, on tire le fil et puis il y a plein d'idées qui vont agrémenter le riff de base. Et puis le morceau, petit à petit, évolue et je lui envoie à chaque fois les nouvelles versions. Et à ce moment-là, il y a mes idées et les siennes qui vont se mélanger, qui vont se confronter. Et puis petit à petit, le morceau va prendre forme. Là, ça y est, donc le deuxième est sorti, alors rappelez-moi, c'était en janvier, c'est ça? Le 7 février. Le Ouais. 7 février. D'accord. C'était Donc, initialement prévu en janvier. Ceci. d'accord. Non, c'est parce que je viens de chroniquer aussi un autre qui, lui, était sorti en janvier et du coup, je ne savais plus, j'avais février pour un. Bon, bref. Donc, il est sorti là en février. Quel retour vous avez déjà globalement du public? Et puis, deuxième question, c'est, vous me dites que vous avez déjà quasiment clôturé le troisième album. Est-ce que une fois que vous avez sorti quelque chose, c'est ça y est, c'est fait, on passe à autre chose? Ou bien non, vous êtes encore sur celui-là? Bah, il y a la temporalité, en fait. Tu sais, Nourishing, on était en studio en janvier 2024. Ah oui, d'accord. Et on n'est pas les seuls, hein. Je pense quasiment tous les groupes qui ont un certain rythme, tu vois, qui ont des schémas à tourner, machin, etc. Ils disent la même chose. Enfin, tu vois, là encore ce matin, je disais des interviews. Les gars t'expliquent qu'ils ont déjà commencé le suivant parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec les délais qu'il y a sur la production du vinyle, et nous, en l'occurrence, il fallait qu'on trouve un label. Bah, en fait, ouais, je sors de studio. On est sorti le 17 janvier 2024 du studio. En train de faire les différents mix. Ensuite, le mastering. Bon, ça, on n'a fait qu'une version. On était direct OK avec ce que proposait Edgar. Bah, ça nous a amené début mars. Là, on a démarché des labels, 40. Mmh. Et du coup, on a signé avec My Kingdom début mai. Et bah là, ton label, il a un planning de sortie. Il va pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a repris 2-3 semaines, parce qu'il y a eu 2 sorties de My Kingdom qui ont eu un peu de retard. Et si on l'avait maintenu en janvier, ça faisait 3 sorties le même mois. C'était dans l'intérêt de personne. Nous, on ne fait pas de live.
Si tu veux, c'est pas comme si on partait 2 semaines après en tournée et on n'a pas les vinyles, on n'a pas les scuds. Nous, on n'a Oui. aucune obligation. Donc, c'est simplement pour ça, en fait, que du coup, si tu veux, il se passe, et la composition, comme on le disait, bah, août 2022, le dernier titre a été quasiment les 5 titres entre août et novembre 2022. Un dernier titre en mars, c'était Ivresse de la finitude qu'on a rajouté. Donc finalement, tu vois, ça fait déjà bientôt 2 ans qu'on a terminé la composition de l'album qui est sorti en février. Donc, et comme dit, c'est pas commun propre à nous, hein. C'est le cas de beaucoup de groupes, encore plus quand tu fais pas de live. Donc on n'a pas besoin de répéter, on n'a pas besoin de, tu vois, donc quand on a du temps, c'est pour composer. Donc non, non, c'est pas qu'on passe à autre chose, qu'on s'en fout. Moi, je le réécoute quand même assez régulièrement là. Et puis on va enfin recevoir là, les vinyles. Je crois qu'ils arrivent mercredi. Donc bah, forcément, là, il va y avoir écoute avec le vinyle et tout. Donc, mais simplement, on a eu le temps. Si tu veux, moi, j'avais un peu de temps au moment où on a signé avec Francesco. J'avais eu 1 mois et demi entre 2 boulots. Du coup, j'en ai profité pour créer de la matière. On n'y a pas touché pendant des mois. Et là, depuis quelques temps, Cédric, depuis l'été dernier, on a refait une chanson, la première du futur album ensemble. Et de là, on est en train d'accumuler un peu de matériel. Par contre, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. On a la matière Oui. brute, mais on a encore pas mal de taf. C'est pas la petite session qu'on fait au mois d'avril qui va nous suffire pour aller au bout, mais on espère avoir bien dégrossi le sujet pour s'organiser à nouveau ensuite à distance. Bah, justement, quand il y a comme ça, cette envie de recomposer, de remettre des choses, enfin, est-ce que ça crée une émulation? Est-ce que, il y a on se place heu, dans une ambiance de: «Allez, ça y est, j'ai envie là, il faut qu'on y aille» et puis, ou non, ça se passe pas du tout comme ça? Alors, pour ma part, ce qui est bien, c'est que quand que tu décris une petite étincelle, une petite lumière qui s'allume, je peux vite me poser, composer. J'ai tout ce qu'il faut chez moi et je peux mettre tout ça sur le logiciel. Et après, le deuxième marche aussi, c'est-à-dire quand Jérémy va, enfin, à chaque fois qu'il est venu et qu'on a eu une session, il y a eu cette émulation qui a eu lieu et on a toujours été hyper productif. Alors voilà, on va parler de productivité dans l'art, c'est toujours un peu étrange, mais dans le sens où je veux dire, on est allé au-delà de ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, on va faire ça et ça et ça, et puis on a réussi à vraiment à aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et ça, c'était vraiment à chaque fois super chouette. Et là, c'est vrai qu'on se réjouit de se faire des sessions. On n'en fait pas, ben voilà, toujours, c'est toujours pareil, on n'a pas le temps, on aimerait en faire beaucoup plus. Mais voilà, les rares fois où on se voit, ben, pour l'instant, on a toujours été hyper efficace, quoi. Et en Est-ce plus, qu'il on se y fait a bien plaisir. Est-ce qu'il y a parfois ce moment, eureka qui peut arriver? Par exemple, dans l'écriture, d'un roman, ben, où on tourne un peu autour du pot ou bien sur la fin hem, d'un roman, quand on arrive à mettre le mot «fin» et ben, on fait: «Ça y est, l'horizon s'est dégagé», enfin, on a trouvé, enfin, il y a vraiment ce côté un peu, eureka qui arrive. Est-ce que vous avez aussi ce genre de choses? Moi, non. J'ai jamais eu le sentiment Non? de me dire: «Ah purée, enfin, on a fini, un morceau». Enfin, je sais pas, toi, tu en dis quoi? Alors, parce qu'on peut l'interpréter de différentes manières. Il y a eu des moments où on s'est dit ah ouais, génial cette idée. Et, bah, Enfant de Ça, oui. putain, le titre, la chanson, pour le coup, je pense que peut-être ma préférée et la plus efficace du premier album. En fait, on avait fait les maquettes du premier album, on avait 9 titres et on avait un jour de plus bah, chez Cédric, là, dans notre home studio. Et du coup, on s'est dit, bah, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'en faire une dernière. Et on a attaqué après le déjeuner. Et on l'a poutré en début de soirée. Elle était finie, quoi. Il y avait tout, gratte, clavier, chambre. Ouais, elle est quand même, somme toute, assez rudimentaire, hein, mais très efficace. Donc là, il y a eu un peu ce sentiment de, ah ouais, pas mal. Et sinon, ouais, je suis d'accord avec Cédric. En fait, si, moi, je l'ai un petit peu quand même par rapport au chant, tu vois. Il y a des moments où j'étais là, genre, qu'est-ce
qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme placement, qu'est-ce Ah, que je vais pouvoir, si c'est à autre chose. Sur le deuxième album, ouais, sur Nourishing, il y a eu quand même le titre. En fait, c'est marrant, le titre homonyme, éponyme, Nourishing Disaster to Come. J'avais fait plein d'autres trucs différents, tu vois, des tessitures vocales où on comprenait pas grand-chose à la Dark Space parce que je trouvais que le titre avait un côté Aklis, euh, Mm. Firtan, enfin tous ces groupes un peu black dissonants. Puis bon, c'est vrai que t'es en mode, ouais, enfin, t'as rien trouvé, donc la flemme, du coup, c'est une daube qu'on comprend pas. Et il avait raison. Et en fait, le texte au départ m'est venu quand j'écoutais Host, le Oui. projet parallèle de Paradise Lost, du nom de l'album en question. Mm. D'où, parce que si tu lis les textes de Nourishing, enfin, ça pourrait être vraiment une chanson pop random avec des phrases très simples, des rimes ultra évidentes. Tu vois, c'était plus un songwriting pop. C'est pas marrer les copains d'Acrelanf. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, j'ai ce texte. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, Cédric refera des projets et je lui donnerai. Et puis, il y a Nourishing, ça marchait pas avec les autres textes que j'avais. C'était trop long, trop compliqué, etc., etc. Et en fait, je sais pas, un jour, je me dis, tiens, vas-y, je vais tenter ce texte vachement simple. Quitte à le côté ritournel, à le répéter, tu vois, des phrases plusieurs fois. Et là, ça m'a fait cet effet-là. J'ai fait, bah oui, en fait, c'est ça qu'il fallait. Un truc beaucoup plus facile, beaucoup plus évident à placer, et ça a fonctionné, tu vois. Donc, ouais, là, je l'avais eu, pour le coup, l'effet. Ouais. Mm. Et comme quoi, on en revient, hein, parfois, aller dans la simplicité, c'est la meilleure des choses, hein. Ouais, ça va. On a toujours un petit peu peur de la simplicité. Euh, Tout comme on remplit aussi la prod de musique. Enfin, les prods actuelles sont toutes un petit peu, je ne vais pas dire pareil, hein, c'est pas tout à fait ça, mais on a toujours des prods assez intenses et qui ne laissent pas respirer les choses, qui ne laissent pas de respiration, comme il y avait justement dans le temps. Dans le Mm. temps, on arrivait encore à laisser, mais maintenant, on ne laisse plus respirer les choses. Mais tout comme les gens, on n'arrive plus non plus à laisser les blancs s'installer. Or, dans un blanc, ben, c'est là où il y a plein de choses qui peuvent se passer, où il peut y avoir les non-dits, où il peut y avoir la projection de plein de choses. C'est marrant, Cédric, j'ai l'impression que tu bouges, mais que tu reviens toujours au même endroit. ouais, alors, j'ai un chien, fallait que je le sorte parce qu'il n'en pouvait plus là. Ah, d'accord. C'est tout. Ne t'inquiète pas, moi j'ai le chat qui vient juste de rentrer parce que ça fait 2 heures qu'elle gueule. Fallait que je le sorte si je voulais pas passer à la serpillère, c'est tout. Voilà, désolé. Non, non, il n'y a pas de souci, mais ce qui était marrant, c'est que j'avais l'impression que tu prenais un couloir, mais pour arriver sur la même pièce. Là, j'ai ouvert à la porte de l'extérieur et pour qu'il aille dans le jardin. Ouais. Bon, messieurs, ça fait déjà maintenant quasiment 3 heures qu'on papote ensemble. On va peut-être se dire au revoir. Euh, Peut-être, on n'a pas, comme je dis, hein, voilà, ça y est, ça a été une interview où on n'a pas vraiment abordé peut-être les choses. Qu'est-ce que vous voudriez, vous, pouvoir dire qu'on n'a peut-être pas dit de votre projet? C'est une première question. Et puis, j'ai une deuxième question, je la dis tout de suite, comme ça va permettre de réfléchir parce que les deux vont devoir y répondre, enfin devoir, entre guillemets, bien sûr, hein. C'est le conseil Memento Mori. Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel. Jean-Michel Huizen, dans une autre interview, nous expliquait que c'est souviens-toi que tu es en train de mourir, enfin que tu meurs, justement. Donc, il faut en profiter aussi, là, maintenant, de vivre. Donc, si on avait un conseil Memento Mori à donner, ce serait lequel? Alors, on va peut-être commencer par, très honnêtement, c'est pas pour faire une réponse un peu anticipée, mais je verrais pas forcément de choses à ajouter parce qu'on a, au final, réussi à égrener des informations qu'on peut retrouver dans d'autres échanges. Mais ce qui je trouvais intéressant avec l'approche que tu as initiée, cette dynamique que tu n'as pas essayé justement d'enlever et de recadrer de la conversation un peu table ronde ouverte, je pense justement amener de la matière qu'on n'aura peut-être pas eu dans d'autres types de médias. Donc, pour les gens qui nous suivent, je pense que c'est plutôt cool. Et pour ceux qui nous découvrent grâce à Memento Mori, ravi et super. On espère que vous aurez l'occasion d'écouter et de commander aussi, parce que bon, sinon, Denez, il va nous engueuler. Vraiment le truc, là. Et, Memento
Mori. Donc, alors, attends, dans la logique, c'est sachant que tu te rapproches de la mort dès le jour où tu nais, c'est ça, c'est qu'est-ce que. Attends, excuse-moi, j'ai un peu l'erreur 404 là. Non, C'était. il n'y a pas de souci. Je reviens un petit peu là-dessus. Bon, après, il y a le Memento Mori qui est crié par les esclaves quand un général revenait de guerre et qu'il avait bien réussi. On lui disait, mais Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel, donc redescends un petit peu de ton piédestal. C'est aussi, souviens-toi que tu es en train de mourir, enfin que tu avances inéluctablement vers la mort. Donc en gros, moi, si je prends juste ce côté-là de souviens-toi que tu es mortel, un peu à la manière des vanités, Ouais. c'est euh, finalement, si on renverse la chose, ben, souviens-toi qu'il faut vivre là maintenant. Donc, Hmm. quel conseil pour profiter de la vie vous donneriez? D'écouter l'album. Profiter de la vie en écoutant l'album. Non, mais moi, en fait, je pense qu'il faut essayer d'avoir des rêves un peu accessibles. Parce que, mine de rien, c'est vraiment pas une phrase tarte à la crème. Moi, c'était un rêve de gosse. Quand on avait notre groupe au lycée, bah tiens, j'aurais rajouté un truc. Cédric et moi, on avait un groupe il y a 2003, on l'a créé. Ouais, donc il y a plus de 20 ans. Je lui ai toujours dit, putain, c'est cool ce qu'on fait, mais j'aimerais bien faire la même chose en métal extrême. Et bon, tu vois, il s'est passé 15 ans. Et au final, ça a commencé en me disant, oh, bah, s'il y a un obscur distro qui me le sort en cassette, je serais déjà super content. Et puis à un moment donné, je me suis dit, putain, ce serait quand même un jour cool que dans les magazines que je lis, je vois ma ganache avec l'autre connard. Et du coup, machin. Et un jour, je me suis dit, putain, j'aimerais bien avoir un vinyle. Et puis, et puis on y est. Donc en fait, enfin, faut pas rêver. Alors tu peux rêver de, je sais pas, milliardaire, aventurier, champion du monde, je sais pas quoi, mais parfois avoir des rêves pas non plus complètement trop inaccessibles, à part si tu penses que tu peux être, c'est possible, hein, des mecs qui font des records. Mais tu vois, un truc qui te fait aller vers l'avant sans que ce soit trop loin pour avoir l'impression que c'est un point à l'horizon qui est un mirage, bah, ça peut t'amener de la satisfaction. Et j'ai évoqué un peu plus tôt dans l'interview que j'ai eu des moments, bah, comme beaucoup de gens, mais qui n'étaient pas très cool ces dernières années. Et très honnêtement, ça, c'est trop cool. C'est vraiment l'aboutissement. Burial, c'est un nom, je l'ai depuis 20 ans en tête. Enfin, depuis qu'on se connaît, avant même notre groupe de lycée, j'avais Burial, j'avais trouvé le nom, je trouvais que c'était trop cool, tu vois. Et bah, aujourd'hui, Burial, tu tapes dans Google, il y a plein de réponses, il y a plein de contenus. Donc, tu vois, comme quoi, bah voilà, faut savoir avoir des rêves et si tu les fais réaliser pas, c'est pas grave, mais se dire que c'est pas impossible que ça arrive et du coup, après, il y a plus beaucoup de regrets, tu vois. Ouais, bah moi par exemple, dans mon boulot, c'est ce qu'on appelle le développement du pouvoir d'agir. C'est le premier pas qui compte et c'est surtout d'avoir des petits pas à petits pas parce qu'au moins, ce sont ceux-là, tu sais que tu peux les avoir. Petite chose, et j'espère qu'on va pas terminer là-dessus, mais c'est quoi ce trop inaccessible que tu nous chantes? J'arrêtais pas de lui dire. Je n'entends que ça. C'est dans laquelle, c'est nouveau, ça? En plus, avec une finalement superbe insulte, même si ça ne l'est pas, mais tu es comme des draps trop partout. Oui, trop. Ah, mais Tu es oui. trop inaccessible. Je suis, oh, mais non, c'est pas possible. Avec toute la culture là qu'il y a derrière, je dis non, mais non. Voilà, c'est du fake. Tu me l'avais dit, Cédric? Ah, je me suis même pas. Ah, Mais absolument pas. Moi, je dis rien. ah oui, d'accord, je suis en train de me dire, mais frère, oui, non, bah oui, tu m'entends. Mais en fait, c'est fou. Je pense que je l'aurais même pas. Là, maintenant que tu me mets le doigt dessus, oui, ça me saute aux oreilles en y repensant. Mais oui, je suis passé à côté. Non, mais je vais t'expliquer en fait pourquoi. C'est que dans ces moments-là, Jérémy, il a une pulsion créatrice qui est extrêmement forte. Il va dire, ce passage-là, je sais pas quoi faire, je sais pas trop comment l'appréhender. Il va prendre un de ses bouquins, il va dire, ça, ce poème, il est nickel et tout, machin, ça parle exactement du thème, il avait déjà en tête. Et là, il met le casque, il va au micro et il le sort comme ça. De quoi? Ça n'excuse pas, hein, c'est comme. Ouais, Non, mais il l'orthographe, y a un côté, il y a un côté possédé. Je te jure, à voir à côté, c'est assez, il interprète même en studio, il est comme ça. Et alors, certes, ça n'excuse pas. Après, voilà,
on débute d'une certaine manière, mais il est vraiment possédé et c'est vraiment ce qui fait la qualité de Berlial, c'est vraiment son interprétation et ce qu'il arrive à véhiculer par ses émotions. Et parfois, il fait une petite couillade comme celle-là. Et, euh, et puis voilà, mais moi j'ai l'explication. C'est assez beau à voir. Bon, et ceci dit, c'est pas très très grave non plus, hein, mais c'est vrai que ça m'avait. Je me dis, oh, tiens, bon, allez, faut bien que je dise quelque chose de négatif. Tu vois, c'est bien parce que je l'aurais, tu vois, à force de l'entendre et de l'entendre, je ne le relevais pas du tout. Mais alors que maintenant que tu le dis, oui, carrément. Bah, réécoute. Non, non, mais c'est clair. Ah non, mais je viens de le réentendre dans ma tête, du coup. Trop inaccessible. Bah, regarde, trop Tu vois, spontanément, trop inaccessible. Et déjà, bon, c'est bon. Ceci dit, la phrase vraiment, tu sens comme des draps par trop souillés. Je dis, oh, celle-là, je vais la ressortir. Juste magnifique. En tout cas, messieurs, c'était vraiment un plaisir de passer ces quelques heures avec vous. Partagé. Absolument. Plaisir partagé. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se croiser en concert à un moment ou à un autre. Et puis de continuer à papoter comme on l'a fait là, parce qu'il y a un petit côté frustrant de devoir se dire qu'il est déjà 23 heures et puis que mémé, il faut qu'elle aille au lit quand même. Avec grand plaisir. Ouais, carrément avec plaisir.